Bonsoir à tous. Je suis affilié au centre de recherche de l'Arche qui est dirigé par Cyril Champagne. Je suis également affilié à l'Institut Jean Nicot à l'ENS et au laboratoire de plasticité cérébrale à l'ESPCI. Et ce soir, je vais vous parler d'hypnose évidemment. Et comme vous le savez, l'hypnose, c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est riche, mais en 10 minutes, je ne vais pas me focaliser sur un point de détail sur l'hypnose. Je vais plutôt prendre un pas de recul et essayer de regarder l'ensemble de ça pour m'intéresser aux limites conceptuelles du terme hypnose. Finalement, la question que j'aimerais poser ce soir, c'est comment savoir si une activité est un métier de l'hypnose. Et donc, pour commencer, on peut avoir une approche assez intuitive de ce qu'est un métier de l'hypnose. Le point de départ, ça serait de se demander, est-ce qu'un métier qui mobilise un état d'hypnose n'est pas finalement un métier de l'hypnose? Ça paraît être le point de départ finalement de la réflexion. Et avant de se poser cette question, il faudrait savoir, eh bien, qu'est-ce qu'un état finalement? Un état, c'est un ensemble de paramètres, et dans le cas de l'hypnose, il a été défini, on va dire de façon classique, que ces paramètres ont une dimension cognitive, phénoménologique, c'est-à-dire relative à l'expérience subjective de l'individu. Et ces paramètres, eh bien, ils sont les suivants: l'absorption, qui mobilise la fonction cognitive attention, également la dissociation, qui est un terme fourre-tout, mais on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, une forte activité imaginative, et une sensation subjective d'être dans un état altéré de conscience. C'est-à-dire finalement une sensation d'inhabitualité de l'expérience vécue. Et à ces marqueurs cognitifs, phénoménologiques, s'ajoutent des marqueurs physiologiques et comportementaux que sont la relaxation, l'augmentation de la suggestibilité, c'est-à-dire finalement le fait de mettre en œuvre les suggestions qui nous sont faites, et tout un tas de phénomènes qui ont été étiquetés culturellement comme hypnose. Dans ceux-ci, vous retrouvez les mouvements idomoteurs, vous retrouvez les hallucinations induites, les perturbations de la mémoire par exemple, et vous en connaissez plein d'autres, tout un tas de phénomènes qui ont été culturellement étiquetés comme hypnotiques. Alors là, on arrive à un premier problème finalement. Déjà si tôt dans la présentation, on arrive à un premier problème qui est que si on définit de façon rigide l'état d'hypnose comme ceci, c'est-à-dire un ensemble de marqueurs où tous doivent être présents pour qualifier une expérience d'hypnose, eh bien, ce que l'on remarque, c'est que la grande majorité des praticiens, les praticiens qui sont reconnus dans notre milieu, les praticiens qui sont fonctionnels, mobilisent rarement, voire jamais, un état d'hypnose. Ce qui pose de sérieux problèmes sur une définition de ce qu'est l'hypnose. Donc ça, c'est un premier problème, mais à l'inverse, si on assouplit la définition de l'hypnose, où on dit, eh bien, simplement, c'est quelques marqueurs dans cette liste qui suffisent pour définir une expérience comme de l'hypnose, eh bien, dans ce cas, on va ouvrir la porte à tout un tas de pratiques qui ne sont pas reliées à l'hypnose. Par exemple, si vous utilisez simplement de la relaxation et de l'imagination, eh bien, difficile de qualifier cela comme de l'hypnose. Mais de la même façon, si vous avez simplement des phénomènes culturellement considérés comme de l'hypnose, des phénomènes comportementaux, sans qu'il y ait de dissociation par exemple, donc une sensation de ne plus être agent de ce comportement, et bien dans ce cas vous avez simplement une simulation d'un état d'hypnose. Et on ne peut pas appeler ça un état d'hypnose. Donc le premier problème que j'aimerais pointer, c'est que le problème d'une définition d'un état statique d'hypnose, c'est qu'on va avoir une limite à poser entre une définition trop rigide qui fait que plus personne ne fait d'hypnose, en réalité, et une définition trop souple où on va intégrer des choses qui manifestement ne sont pas de l'hypnose. Alors, ça c'est le premier problème, mais un deuxième problème qui se pose avec la définition d'un état d'hypnose oriente surtout vers qu'est-ce qu'une pratique hypnotique. Et dans ce cas-là, eh bien, un certain nombre de professions qui ne sont pas étiquetées hypnose et qui sont manifestement difficilement qualifiables d'hypnose pourraient être intégrées avec même des définitions assez drastiques sur l'état d'hypnose, donc avec beaucoup de marqueurs qui sont dans cette liste. On peut penser par exemple aux pratiques d'accompagnement chamanique,
aux techniques de spiritisme, tout un tas de techniques, et pour prendre des moins chargés, on peut penser à la Gestalt thérapie, par exemple, qui mobilise un certain nombre de marqueurs, et la sophrologie, par exemple, voilà, tout un tas de disciplines qui soit se sont coupées du signifiant hypnose, soit clairement sont sur des métiers, des conceptualisations du métier, qui sont radicalement différentes. Donc ça, c'est simplement une observation, ce n'est pas une recommandation sur trancher à un endroit ou à un autre, c'est un état des lieux. Sur cette base, on peut arriver à une conclusion, on va dire, intermédiaire, c'est le fait que l'hypnose va être difficilement réductible à un état unique, et c'est quelque chose qui déjà a beaucoup bougé ces derniers temps en science, on va dire depuis le XXIe siècle. Beaucoup moins en fait de scientifiques adhèrent à la conceptualisation d'un état d'hypnose. C'est encore quelque chose qui est très véhiculé dans le monde de la pratique, dans le grand public, mais c'est quelque chose qui a vocation à disparaître petit à petit avec l'évolution de notre compréhension. Et une des solutions pour sortir, on va dire, de ces problématiques-là, c'est d'adhérer à des conceptions plus modernes d'un état d'hypnose dynamique, d'une dynamique de l'hypnose, et surtout d'une pratique de l'hypnose comme une technique de modification de l'état de conscience, quelque chose avec lequel la majorité d'entre vous sont familiers finalement. L'hypnose non pas comme un état, l'hypnose comme un véhicule des états de conscience. Ce qui pose une deuxième piste finalement pour arriver à savoir comment qualifier un métier d'un métier de l'hypnose. Est-ce que le fait d'utiliser certaines techniques serait le garant d'un métier de l'hypnose? Et voilà, je vous ai fait une petite illustration assez imagée, une cible avec tout un tas de compétences qui ne sont effectivement pas exhaustives, certaines qui sont plus centrales que d'autres, la suggestion. Ça va être difficile de s'en passer pour définir un métier comme, on va dire, métier de l'hypnose. Si on enlève la suggestion, on passe quand même à côté de quelque chose d'important, l'orientation de l'attention, des attentes, etc. Et puis on a un certain nombre de compétences qui sont plus dans une zone floue. Gérer la relation. Sans un minimum de techniques relationnelles, à titre personnel, j'ai du mal à définir un métier de l'hypnose qui n'est pas ces compétences-là. De la communication d'influence, qui est une extension, on va dire, de la suggestion, ça me semble assez évident. Mais au plus on s'éloigne, on va dire, du cœur de compétences, et au plus on arrive vers des compétences qui sont plus discutables. Est-ce que le fait de maximiser l'effet placebo, est-ce que ça fait partie des compétences que l'on peut attendre d'un praticien en hypnose? Est-ce que le fait de maîtriser un certain niveau de rhétorique, c'est quelque chose qui est attendu d'un praticien en hypnose? Est-ce que le fait de savoir mobiliser des structures rituelles dans son cabinet, le fait d'avoir structuré avec une certaine séquence le parcours de son client est quelque chose de nécessaire? Ça, c'est des zones floues et la profession devra trancher sur ces questions-là. Et puis, en plus de ces compétences qui sont assez classiques en hypnose et qui ne sont évidemment pas exhaustives, j'ai donné juste certains exemples, sinon en fait la slide serait noire de mots, à mon avis. On a d'autres compétences qui, classiquement, ne sont pas associées au signifiant hypnose, mais sont de plus en plus utilisées par des praticiens et sont en train d'émerger dans le métier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que ces techniques-là permettent également d'orienter les états de conscience. Et dans ce cas, sont tout à fait compatibles avec la vision de l'hypnose comme véhicule des états de conscience. Par exemple, la stimulation sensorielle avec les lampes stroboscopiques, par exemple, ou la modulation du système nerveux autonome, comme on fait classiquement en hypnose avec souvent de la relaxation, ou les techniques de respiration qui peuvent moduler le système nerveux autonome. Donc un ensemble de techniques, un ensemble de compétences pour modifier l'état de conscience, et encore une fois, on va retomber sur le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que des techniques qui sont utilisées dans les domaines que j'ai cités, que ce soit les accompagnements chamaniques, la médiumnie, ou en gestalt, ou en sophrologie, utilisent un certain nombre de techniques qui sont parfois au cœur de ce référentiel technique. Des compétences qui sont assez centrales, et dans ce cas-là, comment trancher?
Comment arriver à dire telle profession utilise la suggestion, oui, mais celle-là c'est de l'hypnose et celle-là non. Difficile, difficile. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que eh bien, l'hypnose ne sera jamais réduite à une seule technique. Ça semble assez évident. Il y aura un ensemble de techniques et il y a une zone floue. Donc, il va falloir se mettre d'accord sur ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans ce référentiel technique. Et puis, ça ne résout pas le problème de savoir ce qu'est un métier de l'hypnose, puisque certaines professions, et là j'en ai donné quelques-unes, on peut multiplier les exemples de façon assez démesurée, peuvent, on va dire, se faufiler et ça ne résout pas le problème de classer des professions comme faisant partie des métiers de l'hypnose ou non. À partir de ce point de la présentation, je vais enlever ma casquette de scientifique, de scientifique en sciences cognitives, et je vais plutôt prendre une casquette de philosophe pour essayer d'éclairer ce problème avec un angle différent, qui n'est pas une approche naturaliste, qui n'est pas une approche objective, mais qui pointera certaines directions sur comment on peut résoudre ce problème autrement qu'avec une approche purement naturaliste. Puisque regarder ce qu'est le phénomène hypnose ne permet pas de classer différents métiers, déjà on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas déjà un métier qui serait garant de l'hypnose, et les autres métiers utiliseraient l'hypnose de façon frauduleuse ou de façon en fait inappropriée? Une question que certains déjà ont tranché la question pour eux-mêmes, mais qui se pose de façon assez évidente. Alors, de mes deux parties précédentes, je pense que vous avez une idée déjà du fait que l'hypnose est un ensemble de phénomènes naturels, que ce soit dans les états qu'il mobilise ou dans les techniques. De la même façon que, il y a un ensemble de phénomènes naturels, la chimie est un phénomène naturel, la physiologie est un phénomène naturel. Et, comme dans de nombreuses professions, les phénomènes naturels sont mobilisés par des professions. Historiquement, dans l'hypnose, la médecine a mobilisé, Jean Dupré l'a cité tout à l'heure, l'hypnose assez tôt, finalement, 18e, 19e. Également, très tôt, le divertissement, avec ses différentes variantes. Le spectacle, que l'on voit encore aujourd'hui à la télé. Et ce que j'aimerais rendre assez évident ici, c'est le fait que les médecins utilisent l'hypnose, mais n'utilisent pas exclusivement l'hypnose. Les hypnotiseurs de spectacle utilisent l'hypnose, mais n'utilisent pas exclusivement l'hypnose. Et ça paraît complètement absurde de demander à un médecin de venir sur scène et de faire un spectacle d'hypnose. Moi-même qui suis formé en hypnose d'accompagnement, ou en hypnose scientifique, je ne vais pas monter sur scène et faire un spectacle d'hypnose, sinon je serais un piètre showman. De la même façon, ça semble assez absurde de demander à un hypnotiseur de spectacle de venir faire une anesthésie au bloc opératoire. Et je pense que ça montre très bien le fait que il y a le phénomène naturel hypnose, il est mobilisé dans des professions, mais qu'il y a des compétences métiers, des compétences qui sont cœur à une profession, et qu'un métier va devoir composer avec les deux. Et on y reviendra dans la suite. Si on déroule l'histoire, évidemment, il y a tout un tas de professions qui viennent se rajouter par la suite. La psychothérapie, d'ailleurs, terme qui est venu initialement des premiers médecins qui utilisaient l'hypnose et qui sont partis pour guérir l'esprit. Chose que évidemment, nous, on ne fera pas. Et puis l'accompagnement, qui est à mon avis ce qui nous intéresse particulièrement au vu des fondateurs de ce syndicat. Et à mon avis aussi des gens dans la salle. L'accompagnement avec ses divers satellites, l'éducation, j'en ai parlé de psychoéducation, éventuellement l'aide à l'apprentissage, le développement personnel et ses nombreuses facettes, celles qui sont inventées aussi pour demain. Donc voilà, de la même façon que je vais remettre une couche de métaphore là-dessus, histoire de bien ancrer le clou, mais ça paraît très absurde de se dire le phénomène naturel chimie va être mobilisé par l'industrie lourde et va être interdit à la synthèse pharmaceutique. Sous réserve que l'industrie lourde s'est dit non, en fait, nous on fait de la chimie, donc les autres ne peuvent pas faire de chimie. Ça paraît être absurde d'interdire à monsieur et madame tout le monde de faire de la cuisine sous réserve que la cuisine implique de la chimie. De la même manière, ça paraîtra assez absurde d'interdire à des gens d'accompagner d'autres personnes avec l'hypnose, et ça paraîtra absurde au grand public de faire de l'auto-hypnose pour soi-même. J'espère qu'avec cette métaphore, le point est passé. Ce qui emmène à la conclusion que l'hypnose
ne peut pas être réduite à un métier. Ça n'a aucun sens d'un point de vue scientifique, d'un point de vue ne serait-ce que philosophique. Ça va poser un très gros problème. Et je vais très vite avancer vers une proposition qui est assez personnelle, mais je pense qu'il est assez partagée dans le reste du syndicat. Le fait que ce qui nous rassemble, parce que jusqu'à présent, voilà, j'ai indiqué un certain nombre de zones floues, un certain nombre de zones à discuter, un certain nombre de questions à se poser en tant que professionnel et en tant que profession. Maintenant, j'aimerais donner un point de vue sur finalement ce qui nous unit, ce qui fait qu'on est tous là dans cette salle, ce qui fait que des directeurs d'école, des gens qui ont un grand nombre de choses à faire dans leur vie se sont rassemblés et on dit qu'ils allaient consacrer du temps à créer un syndicat, qu'ils allaient défendre la cause de la profession. Et cette proposition, eh bien, je pense que c'est finalement qu'on est, mu par une vision. Finalement, on s'appuie tous sur une philosophie commune. Jean en a un petit peu parlé, Kevin aussi, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à la table ronde. Une philosophie qui est appuyée sur à la fois une éthique, c'est-à-dire des buts, des moyens, et une épistémologie, c'est-à-dire une façon d'accepter comment on crée de la nouvelle connaissance, sur quoi on se base pour affirmer ce qu'on affirme, comment on sait ce que l'on sait, et comment on sait que ce qu'on fait est efficace, notamment. Une éthique qui, à titre personnel, et puis ce que j'ai l'impression de reconnaître dans le syndicat, finalement, c'est aider à l'évolution de l'individu. Je pense que l'on se reconnaît tous dans cette vocation, dans cette volonté, et une épistémologie qui est enracinée dans le constructivisme, dans le pragmatisme, dans le fait de faire des pratiques qui sont efficaces, avant tout, et des pratiques qui ne considèrent pas les objets que l'on manipule comme réels. Contrairement, par exemple, à d'autres professions, je parlais du spiritisme tout à l'heure, qui considère qu'il y a des esprits. Nous, on manipule des concepts, on manipule l'inconscient, on manipule les sous-personnalités, les parties, des parties de l'esprit, et on les co-construit avec le patient, et on n'y adhère pas d'un point de vue réaliste. On les manipule pour que ce soit efficace, et on laisse le client libre de croire ce qu'il veut. On laisse le client libre de poser ses limites conceptuelles et de vivre sa vie telle qu'il a envie de la vivre sans le conditionner dans un cadre de croyance qui est prédéterminé. Ces deux pans de notre philosophie emmènent à une théorie de l'évolution personnelle qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se décline et oriente les techniques, des techniques qui sont hypnotiques, qui sont partagées par tous les métiers de l'hypnose, et des compétences métiers qui sont particulières à certains métiers. Les médecins qui font de l'hypnose doivent avoir les techniques hypnotiques, mais doivent avoir des compétences de médecin, ça paraît assez logique. De la même façon, des accompagnants doivent avoir des techniques hypnotiques et des techniques d'accompagnement, ça paraît assez logique aussi. Des techniques hypnotiques qui mobilisent des états, de nombreux états, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Donc j'aimerais conclure là-dessus et dire que finalement ce qui nous rassemble, ce qui rassemble les métiers de l'hypnose, ce dans quoi ils s'enracinent, ce qui leur donne leur force, ce qui leur donne leur vision, c'est cette philosophie commune. Et sur ce point-là, j'aimerais vous remercier de votre attention et vous souhaiter une très bonne soirée.